Ah, Disney. Sûrement l'une des entreprises qui a le plus fait rêver petits et grands. Des aventures d'Oswald le lapin chanceux, en passant par Mickey pour arriver au long métrage d'animation avec Blanche-Neige, Walt Disney et ses équipes n'ont eu cesse de faire rire, émouvoir et de dépasser leurs limites. On a tous des Disney qui nous ont marqués, et avec le temps, certains sont devenus des classiques. La Belle et la Bête, Peter Pan, Le Roi Lion ou plus récemment La Reine des Neiges, certains films ont tant marqué qu'il suffit de dire le nom de la compagnie pour penser à eux. Mais s'il y a des classiques, c'est que, fatalement, certains de leurs longs métrages d'animation ont un peu moins marqué les esprits. Et dans cela, je distingue 3 catégories. Bon, en vrai 4 avec les films juste bons mais qui ont pas autant d'aura que d'autres, genre Robin des Bois, mais c'est compliqué. Dans ces 3 catégories, on y retrouve les films regroupant plusieurs moyens / courts-métrages comme Le Crapaud et Le Maître d'école, qui ne sont pas les plus connus par leur date de sortie, à savoir pour la plupart dans les années 40, mais surtout par le format compilation qui est rarement le plus marquant ou populaire. On a ensuite les longs métrages d'animation à la réputation pas très glorieuse, à tort ou à raison, comme Taram et Le Chaudron Magique, Chicken Little ou La Ferme se rebelle. Parce que c'est vraiment un gros tas de merde. Qui pour certains sont cultes, mais pas pour les bonnes raisons. Et généralement, le grand public préférera oublier ces gênantes erreurs de parcours, ce que je comprends très bien. Et enfin, les plus intéressants et frustrants à la fois, les Disney marginaux. Des films avec l'appellation Disney, mais qui dans le fond, la forme, voire les deux, ont ce quelque chose qui les rend à part. Et là, c'est assez difficile de dire quel Disney est marginal, car c'est selon le point de vue de chacun. Mais ce sont généralement des films aux thématiques plus sombres et sérieuses, abordés frontalement. Loin des métaphores et du manichéisme de façade habituel de la firme, ils iront plus loin dans leur vision. Des films qui tentent de s'affranchir de la formule Disney, avec des éléments rarement vus chez Mickey, comme par exemple La Planète au Trésor ou Atlantide, l'Empire perdu, qui sont sous-cotés de ouf. Alors, sous-cotés par le grand public, oui. Ces films, bien que géniaux, ont été pas mal boudés par la masse. Ce qui est ressenti par le box-office ou la place qu'ils tiennent dans l'imaginaire collectif par des Atlan. Oh putain oui, j'avais totalement oublié celui-là. Et avec tout ça, on pourrait les croire oubliés. Sauf que, pas vraiment. Même si beaucoup de gens semblent garder très peu de souvenirs, une partie des spectateurs tiennent ces Disney en haute estime et sont souvent cités comme leurs préférés. Déjà parce que ce sont d'excellents films sous-estimés, donc fatalement on a envie de les voir appréciés à leur juste valeur, mais c'est aussi ce côté moins consensuel et plus aventureux dans son visuel et ses thématiques qui plaisent et qui ont marqué certains spectateurs, dont moi, au point d'avoir une place particulière dans leur cœur. Et dans cette catégorie de Disney marginaux, il y en a un qui semble encore plus à part que les autres. Il a le visuel, les chansons, les mascottes, mais aussi un héros difforme, une demoiselle ouvertement sexualisée, de la politique en veux-tu en voilà, et de la religion parce que pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Mesdames et messieurs, je vous propose de revenir tous ensemble sur le bossu de Notre-Dame. Donc, sorti en 1996 et réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise, Le Bossu de Notre-Dame est un film inspiré du célèbre roman de Victor Hugo racontant l'histoire de Quasimodo, le sonneur de cloche de Notre-Dame. Difforme depuis la naissance, il est cloîtré en haut des tours de la cathédrale par le juge Claude Frollo, qui, après avoir tué sa mère pour le crime d'être bohémienne, va adopter l'enfant par peur des représailles de Dieu alors qu'il allait le noyer. Ouais, parce que jusque-là, rien à se reprocher. Attiré par ce monde qu'il voit du haut de ses tours, Quasimodo fera le mur pour aller à la fête des fous. Et c'est ainsi qu'il rencontrera Esmeralda, une bohémienne qui fera, malgré elle, tomber sous son charme Quasimodo, Frollo et Phébus, le capitaine de la garde revenu fraîchement de guerre, et cette triple attirance signera le début des problèmes. Comme on peut le voir avec le synopsis, Le Bossu de Notre-Dame n'est pas un Disney comme les autres. Racisme, attirance sexuelle, rafle et autres discriminations physiques, c'est limite à se demander pourquoi Disney a validé ça. Mais grand bien leur a pris, car ça vaut vraiment le coup. Comme d'habitude, chez Disney, c'est tout simplement sublime. Mais rarement, ça a été aussi imposant et grandiose. Rien qu'avec l'introduction de Notre-Dame dans les nuages qui me fout toujours des putains de frissons. Ah si, je te jure, hein, juste là. Ils posent leurs énormes dollars sur la table. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là. La fête des fous, la bataille de fin, ou tout simplement avec l'intérieur de Notre-Dame, le visuel du film est fluide, divers et tout simplement
somptueux. Un visuel impressionnant, mais tout autant que ces musiques qui me transportent à chaque écoute. Sauf pour celle des gargouilles, mais on en reparlera plus tard. Comme pour les dessins, on est sur quelque chose de grandiloquent et puissant, mais qui a également de très beaux moments d'émotion, comme l'espoir pour la chanson de Quasimodo, joyeux pendant le festival, ou glauque avec la célèbre Infernale de Frollo. Je pense que dans sa globalité, le bossu de Notre-Dame a l'une des plus belles et surtout poignantes bandes-son de tout Disney. Mais bref, je pourrais parler des heures, des chansons, de la couleur musicale, de l'excellente idée de faire narrer le film par Clopin, tout en le faisant chanter ceux qui rappellent Aladdin et Hercule, mais ça marche toujours, des sonorités bohémiennes, et je suis encore en train de parler des musiques. Brise le cercle, Blaise, brise le cercle. Alors restons sur Clopin pour parler des personnages. Ils sont bien évidemment très réussis, avec un Quasimodo attachant et dont notre empathie à son égard dépasse le plus 3 fois 1000. Un Clopin amusant et rieur, pouvant presque rivaliser avec le génie d'Aladin, s'il était plus souvent à l'écran. Une Esmeralda sexy et femme de caractère qui, certes, a son moment de demoiselle en détresse, mais qui a quand même prouvé ses capacités à se démerder toute seule et, on le rappelle, est la première à réagir aux atrocités faites à Quasimodo tout en questionnant le pouvoir en place. Ce qui lui fait plus de couilles que pas mal de héros. On a aussi Phébus qui serait le héros de n'importe quel autre Disney parce qu'il est fort, il est gentil, il est généreux, il est beau et regardez-moi ce bouc, nom de Dieu, mais qui ici est juste l'ami de Quasimodo, ce qui inverse le schéma de héros beau à mi-moche. Et ça fait très plaisir. Le tout sans compter son cheval Achille et Djali la chèvre, toujours sympathique en mascotte sans être trop mis en avant inutilement. Mais bien sûr, et c'est l'un des points les plus mémorables du film, il y a Frollo. Et s'il est aussi marquant, c'est qu'outre le fait d'avoir la sublime voix du très regretté Jean-Pierre, qui doublait également Gandalf, mais aussi Scar, en oubliant son animation à la fois posée mais puissante et imposante en un seul geste ou regard, c'est surtout parce qu'à lui seul, il apporte presque toutes les thématiques du film. Alors on pourrait me dire que c'est Quasimodo qui apporte la principale, ne pas juger les gens sur leur physique, la beauté intérieure, tout ça. Mais en fait oui, et non, le problème n'a jamais été le physique de Quasimodo, mais la façon dont les gens le voient. C'est même tout le principe de cette thématique. Et à ce niveau-là, à part la foule qui suit bêtement les gardes dans leur moquerie, le seul à vraiment être cruel avec Quasimodo pour son physique, c'est Frollo. Au cas où on n'ait pas compris qu'il est méchant, à côté, que ce soit Esmeralda ou Phébus, si ce n'est une ou deux remarques contextuelles, il parle à Quasi comme à une personne normale, justement parce qu'il l'est. Et que son physique ne devrait pas changer ça. Donc tous ceux qui enfant se sont moqués du petit gros ont dit pardon Blaise, pardon personne anonyme que je ne connais pas. Mais allez, disons que Frollo n'est pas au centre de la thématique du jugement physique, parce qu'une foule quasi anonyme, je le rappelle, le fait aussi. Même là ça change pas grand chose. Pourquoi? Tout simplement parce que la thématique du jugement physique n'est pas si importante que ça. Alors là, certains doivent se dire que j'ai rien compris au film, ou alors que mon crack est génial. Déjà oui, il l'est, merci beaucoup. Mais même si je suis d'accord pour dire qu'enfance c'est l'un des thèmes les plus importants et mis en avant, en tant qu'adulte, ce n'est pas celui qu'on retiendra le plus. Tout simplement parce que, normalement, si on n'est pas un gros con, on a compris ça depuis des années. Et du coup, cette thématique qui était principale enfant en devient secondaire. Mais surtout parce que c'est une fois adulte qu'on comprend l'importance la portée des autres thèmes. Des thèmes tous en rapport avec Frollo. La religion, ses dérives et le totem d'immunité que ça procure, c'est lui. Le racisme et les rafles rappelant un grand problème du XXe siècle, c'est encore lui. Et l'envie sexuelle sans le consentement en option, c'est Quasimodo, bien sûr, c'est lui. Bref, tous ces éléments et bien d'autres ont fait la réputation du bossu de Notre-Dame. Un film aussi bon sur le fond que la forme, avec des personnages, thèmes et symboles très bien écrits, qui, même s'ils échappent en grande partie aux enfants, parleront aux adultes. Et avec tout ça, on ne peut que comprendre son succès d'estime. Pour conclure, je vous conseille... Non, ce serait trop simple. Alors, je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ce film est génial et mérite amplement ses louanges. Mais j'ai l'impression qu'à force de vouloir le réhabiliter, on en a oublié ses défauts, parce que faut pas déconner. Il en a. Déjà, si pour moi le début et la fin sont quasi parfaits, le milieu du film est moins constant et s'essouffle même par moments. Je trouve aussi que malgré son sérieux, le bossu de Notre-Dame ne va pas à fond dans certaines thématiques, comme le racisme ou la révolte du peuple parisien. Mais ça encore, ça va. C'est dommage, mais je l'accepte. Par contre, les gargouilles... Non. Et tu peux me sortir tous les « Oui, mais elles sont marrantes, oui, mais elles apportent de la légèreté pour que le film soit pas trop dur pour les gosses, oui, mais c'est une métaphore en fait, Quasimodo il s'imagine, tu comprends rien, blabla, néné. » J'en ai rien à foutre. Les gargouilles sont non seulement un sujet plus chiant que tous les jar-jar et bas de carte de crédit du monde, mais surtout représentent tout ce qui ne va pas
dans le film. Elles sont l'attachement à la formule classique Disney. On veut bien parler de sujets graves, mais on garde quand même les sidekicks et leur musique rigolote. On veut bien des visuels de fou, mais on rajoute quand même des gags régressifs. Les gargouilles décrédibilisent totalement les moments où elles apparaissent. Et même pire, entachent l'aura du film dans son ensemble. Alors, ne vous méprenez pas. Le mélange entre Disney classique et marginal est cohérent dans l'idée, et même généralement, il est ici très bien maîtrisé dans l'exécution. Ça renforce la gravité des situations par le contraste entre la forme à la Disney et les thématiques, pas toujours très joyeuses, ce qui donne au bossu de Notre-Dame cette aura unique. Pas vraiment un Disney, mais pas non plus totalement un marginal. Sauf qu'avec un équilibre aussi instable, fatalement, il y allait avoir des moments où ça se casse la gueule. Et ça a pas loupé. Et pour le coup, dommage serait un euphémisme. Car sans ce problème, le bossu Notre-Dame avait le potentiel pour être un autre chemin possible chez Disney, voire même pour prétendre être le meilleur film du studio. On aurait pu avoir une œuvre sans concession, allant au bout de son propos, et qui aurait facilement pu rivaliser avec les grands de l'animation japonaise dans les dessins animés pour adultes. Ou alors, dans une autre démarche, comme pour ses confrères de Pixar ou Ghibli, quelque chose de plus familial, mais sans être lisse, et avec un deuxième niveau de lecture plus profond. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a eu. À la place, on a eu un film incroyable, mais imparfait. Et c'est pour ça que je suis si dur avec lui, car le bossu de Notre-Dame avait le potentiel pour être un chef-d'œuvre, rivalisant en profondeur avec des étranges Noëls de Monsieur Jack, Akira ou Persepolis. Et j'ai l'impression que si certains portent autant ce film en haute estime, c'est plus parce qu'il change de la formule habituelle de Disney, et qu'il voit en lui ce qu'il aurait pu être, tout en cachant ses défauts. Consciemment ou pas. Pour ma part, je suis bien plus indulgent avec des films qui ont pourtant plus de faiblesses. Mais c'est parce que eux ne m'ont pas fait saliver avec un chef-d'œuvre pour être au final que génial. En l'état, il me donne l'impression d'être l'allégorie de la caverne plutôt que devant son plein potentiel. Et c'est ce qui rend chacun de mes visionnages du bossu Notre-Dame aussi doux, amer. Pour conclure, et malgré la légère frustration qu'il me procure, je vous conseille vivement Le Bossu de Notre-Dame. C'est un film fort, poignant, aux thèmes importants, avec des personnages géniaux, et ce ne sont pas ses défauts qui pourront cacher toutes ses grandes qualités. Un film, comme on aimerait en voir plus souvent chez Disney, et donc à voir. À voir, au même titre que tous ces marginaux. C'est important car au-delà de leur grande qualité, il ne faut pas qu'ils soient oubliés. Mais surtout, ça montre à Disney que nous voulons plus de films comme ça. Des films qui osent, qui sortent de la formule, qui échouent parfois, mais qui n'arrêtent jamais de dépasser le statu quo, tout en abordant des thèmes trop peu mis en avant dans ce type de production, alors que pourtant aussi indispensable pour un enfant qu'un adulte. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un avis dans les commentaires. Je referai un jour des vidéos sur des Disney marginaux ou pas, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé globalement, n'hésitez pas à liker, partager, la petite cloche, tout ça, ça ferait très plaisir. Et si vous n'avez pas eu assez de Bossu Notre-Dame avec cette vidéo, je ne peux que vous conseiller l'excellente vidéo de Bolche Geek sur le sujet, à savoir le Bossu Notre-Dame est-il un Disney dissident, qui m'a un peu inspiré cette vidéo, mais j'ai pris un angle différent de lui. Donc ça va, non? Ça va? Bref, allez voir sa vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous dis à la prochaine, et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Ah oui, et je sais que j'ai pas dit le bonjour, bonsoir à tous en début de vidéo, donc pour ceux que ça manque, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le bossu de Notre-Dame. Voilà, du coup j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. À la prochaine. Cette vidéo est finie. Pas de crise de nerfs aujourd'hui. Tu trouves pas que cette étoile s'approche bien? Oui.